Est-ce le retour du service militaire en France? Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi la mise en place d'un nouveau service militaire volontaire. Mais alors, comment va-t-il être mis en place? Qui est concerné? Et puis, qu'est-ce qui fait débat? Eh bien, on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour. Alors, je le disais, on va voir dans un instant les réactions et ce qui fait débat. Mais déjà, commençons par comprendre ce qui a été annoncé aujourd'hui. On parle ici d'un service national volontaire. C'est le nom ici, donné par le président de la République dans son discours. Il souhaite que ce soit entré en vigueur dès l'été 2026. Et comme son nom l'indique, ce service national n'est pas obligatoire, il est donc basé sur le volontariat. Il concerne principalement les femmes et les hommes français qui ont entre 18 et 19 ans. Et ça s'étale jusqu'à 25 ans aussi pour certains cas particuliers. Alors selon Emmanuel Macron, ce sera purement militaire et encadré donc par le ministère des Armées. C'est un service national volontaire qui devrait durer pour ceux qui y participent 10 mois, le temps donc d'une année de césure selon Emmanuel Macron. Et il y aura 2 étapes à ce service volontaire. La première étape, c'est une étape d'1 mois qui sera une formation militaire consacrée à l'apprentissage des rudiments de la vie militaire. On peut citer notamment, même si évidemment c'est pas exclusif, mais le maniement des armes, la marche au pas ou encore les chants et l'organisation plus largement en fait de l'armée. Et ensuite, une deuxième phase qui durera 9 mois. Lors de cette deuxième phase, le jeune volontaire serait affecté au sein d'une unité militaire active qui est donc sur le territoire national. Alors parmi les missions qui sont en tête ici, on retrouve par exemple la mission Sentinelle. Alors vous avez très sûrement déjà entendu parler de ça. La mission Sentinelle, c'est celle qui vise à lutter contre le terrorisme sur le territoire national via notamment des patrouilles. Mais l'armée peut être aussi mobilisée notamment pour assister certaines populations. Alors dans le cadre de ces missions, Emmanuel Macron a décrit un modèle hybride. En fait, ce serait une situation où il y aurait à la fois des jeunes du service national volontaire, mais aussi des militaires de l'armée active et des réservistes, donc des militaires qui accomplissent environ 25 à 60 jours de service par an et qui peuvent être appelés en cas d'urgence. Toujours selon Emmanuel Macron, 3000 jeunes seront choisis parmi les volontaires à l'été 2026 pour participer à ce service. C'est un nombre qui sera progressivement augmenté à 10 000 jeunes en 2030 avec un objectif de 50 000 jeunes en 2035. Et pour se porter candidat, Emmanuel Macron a expliqué que les jeunes volontaires pourront notamment faire part de leur volonté de rejoindre les rangs lors des journées de citoyenneté. Donc ça, c'est les fameuses journées quand on a environ 18 ans qui vont désormais s'appeler journées de mobilisation. Et les inscriptions, elles devraient s'ouvrir a priori à partir du 12 janvier 2026. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que même si il y a des volontaires, tous les volontaires ne seront pas pris, ils seront sélectionnés selon le président de la République par les armées qui vont choisir parmi eux les plus motivés et ceux qui répondent le mieux à leurs besoins. Alors les volontaires, ils seront rémunérés 800 € par mois brut hors prime éventuelle selon les missions. Ils seront hébergés, nourris et équipés. Ils bénéficieront d'une réduction de 75% sur les trajets SNCF. Et après ça, pour ceux qui y participent, soit ils pourront démarrer ou continuer leurs études, soit ils pourront travailler, donc dans un travail en quelque sorte classique. Si c'est l'une de ces deux options, ils pourront, s'ils le souhaitent, intégrer la réserve opérationnelle qui s'engage donc à servir ponctuellement aux côtés de l'armée, mais donc ce ne sera pas obligatoire. Et autrement, à la fin de ce service, ils pourront, s'ils le souhaitent, rejoindre l'armée en s'engageant donc avec à ce moment-là évidemment cette expérience au sein du service national qui serait valorisée. Autre information avant qu'on voit les réactions et ce qui fait débat, Emmanuel Macron a aussi affirmé que le gouvernement allait inciter les élèves de seconde à effectuer leur stage obligatoire au sein des armées pour ceux qui le souhaitent, et aussi que les jeunes devraient désormais participer à au moins une cérémonie commémorative par an dans chaque établissement. Et pour finir, on peut noter que ce service national, pour l'instant, il est que militaire, mais il devrait évoluer dès 2027 pour proposer aux jeunes d'effectuer leur service en gendarmerie nationale, ou encore à la brigade des pompiers de Paris, ou encore au bataillon des marins-pompiers de Marseille. En effet, tout cela dépend en réalité de l'armée. Concernant l'âge, je vous l'ai dit, 80% des volontaires devraient avoir entre 18 et 19 ans, donc après le bac ou un CAP, et 20% pourraient avoir entre 20 et 25 ans pour des compétences plus avancées. Et tout cela est instauré dans un contexte qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises sur la chaîne, de tensions en Europe, avec notamment la guerre en Ukraine. Cela dit, ces jeunes, donc, ils ne seront pas envoyés en Ukraine ou quoi que ce soit. C'est des jeunes volontaires qui participeront uniquement donc sur le territoire national. Alors maintenant, quelles ont été les réactions politiques à tout ça? Globalement, elles sont forcément assez mitigées selon les camps politiques. On peut noter que Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, estime qu'il s'agit, je cite, d'un élément de dissuasion dans un moment où nous savons que la dissuasion doit être restaurée pour empêcher demain des conflits. Pour Clémence Guettet maintenant, députée de la France Insoumise, ce nouveau service national volontaire, je cite, il ne peut pas être notre priorité pour la jeunesse, alors que je cite toujours, la France n'est pas en guerre. De son côté, le vice-président du Rassemblement national à l'Assemblée, Sébastien Chenu, estime qu'il s'agit, je cite, d'une initiative qui va dans le bon sens. Je
Jean-Yves Le Drian, de son côté, ancien ministre des Armées, affirme lui que ce nouveau service national volontaire, il va permettre de renforcer les forces françaises. Et derrière en fait ces différentes réactions, on voit aussi qu'il y a un certain nombre d'interrogations qui restent. Déjà d'un côté purement politique, certains se demandent si réellement Emmanuel Macron va pouvoir mettre en place ce qu'il a évoqué ici, sachant qu'on est à 18 mois de l'élection présidentielle. Oui, ça arrive très vite, ça se passera en avril 2027. C'est quelque chose qui doit être voté par le Parlement et ça se passe en fait via une actualisation de ce qui est appelé la loi de programmation militaire 2026-2030 et ça doit avoir lieu donc dans les prochains mois. Il y a certains analystes qui estiment aussi que l'armée, elle n'est plus structurée comme à l'époque et elle est plus structurée notamment pour accueillir comme ça des milliers de jeunes. Donc il y a une question d'un point de vue logistique. Il y a aussi la question de savoir si ce service national volontaire, il va vraiment réussir à convaincre. De nombreuses personnes ont notamment fait le lien avec le service national universel qui avait été lancé par Emmanuel Macron en 2019, qui n'avait vraiment pas réussi à convaincre les jeunes. Un SNU qui sera supprimé en 2026, faute de candidats, mais aussi suite à plusieurs polémiques, suite notamment à des humiliations de certains jeunes dans certains centres qui avaient été révélés par des médias. Et puis dernier point évidemment, il y a la question des coûts, puisque évidemment c'est un choix politique d'investir sur cet aspect-là plutôt que sur d'autres aspects. On le voit d'ailleurs dans les réactions, certains estiment que cet argent serait davantage nécessaire sur l'éducation, la santé ou autre. Il y a donc évidemment aussi ici une question politique, une question d'arbitrage sur la façon dont l'argent est fléché. On verra donc dans tous les cas à quoi ça ressemble dans les prochaines semaines, je vous tiens évidemment au courant là-dessus. C'est au passage un sujet qu'on continuera à suivre directement sur Instagram, je pense que vous le savez, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Allez, je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette actu. À Hong Kong, en Asie, au moins 75 personnes sont mortes dans un incendie qui s'est déclaré ce mercredi dans un complexe d'immeubles, selon un bilan communiqué ce jeudi après-midi. Environ 70 personnes ont été hospitalisées et ce jeudi matin, plus de 250 résidents étaient encore portés disparus. Des milliers d'habitants ont dû être évacués. L'incendie s'est déclaré vers 14h50 dans l'un des bâtiments de la Wang Fu Court, un ensemble de 2000 logements construits en 1983 avant de s'étendre sur 7 autres bâtiments. Près de 800 pompiers ont été mobilisés et l'un d'entre eux est mort durant les opérations. À l'heure où je tourne ces actualités, l'incendie est éteint dans 4 des 7 tours touchées et sous contrôle dans les 3 autres selon les pompiers. Alors la cause précise de l'incendie n'a pas encore été établie, mais il faut savoir que les immeubles touchés étaient en cours de rénovation. Il y avait donc des échafaudages en bambou et en filets plastiques construits tout autour des immeubles. Les filets et les bâches se seraient consumés, je cite, bien plus vite qu'ils ne le devraient avec des matériaux aux normes selon le secrétaire de la sécurité de la région. 2 dirigeants et un consultant de la société chargée de la rénovation ont été arrêtés. Une enquête anticorruption sur ces travaux a été ouverte. Deuxième actu, à Washington DC aux États-Unis, 2 militaires de la garde nationale américaine sont dans un état critique après avoir été touchés par des tirs ce mercredi près de la Maison Blanche, le bureau du président américain. Les faits se sont déroulés vers 14h15 lorsque le suspect a ouvert le feu sur les réservistes en patrouille. D'autres membres de la garde nationale ont rapidement maîtrisé et arrêté l'individu, blessé lors de son interpellation. Le tireur est un Afghan de 29 ans, arrivé aux États-Unis en septembre 2021. Il a travaillé pour l'armée américaine et la CIA en Afghanistan, qui est l'une des principales agences de renseignement des États-Unis. Le mobile n'a pas encore été déterminé. Donald Trump a dénoncé un acte de terreur et a accusé l'administration de son prédécesseur, Joe Biden, d'avoir laissé entrer l'assaillant sur le territoire américain. L'USCIS, le service de l'immigration américain, a suspendu le traitement des demandes d'immigration de ressortissants afghans, le temps de revoir les protocoles de sécurité. De son côté, le secrétaire à la défense américaine a annoncé l'envoi de 500 militaires supplémentaires à Washington, portant à plus de 2500 le nombre de réservistes présents dans la capitale américaine. Troisième actu, le Hamas a appelé ce mercredi les pays médiateurs à faire pression sur Israël afin de permettre à des dizaines de ses combattants coincés dans des tunnels dans la bande de Gaza d'en sortir. C'est assez majeur parce que c'est la première fois que le mouvement islamiste palestinien reconnaît publiquement que certains de ses membres se sont retrouvés piégés dans ces réseaux souterrains, notamment sous la ville de Rafah dans le sud du territoire palestinien. Selon plusieurs médias israéliens, il serait entre 100 et 200 sous cette ville. Cette demande, elle intervient alors qu'Israël a annoncé avoir tué plus d'une vingtaine de combattants du Hamas la semaine dernière alors qu'ils tentaient de fuir les tunnels et en avoir arrêté 8 autres. Dans son communiqué, le Hamas accuse Israël de violer le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre dernier en procédant, je cite, à des recherches, liquidations et arrestations de ces combattants dans les tunnels. Un porte-parole du gouvernement israélien avait déclaré en novembre à l'AFP que le Premier ministre Benjamin Netanyahou n'autorisait pas le passage en sécurité de 200 terroristes du Hamas. Quatrième actu, en France, les syndicats de médecins libéraux ont appelé à une mobilisation massive à partir du 5 janvier contre le projet de budget de la Sécurité sociale 2026 dans un communiqué publié ce mercredi. Les médecins généralistes, les spécialistes, les internes et les étudiants sont appelés à préparer un mouvement de grève, je cite, sans précédent. Les médecins sont invités à reporter tous les
rendez-vous prévus à partir du 5 janvier et à soutenir les actions déjà engagées, comme la grève dans le sud-est qui débute le 3 décembre prochain. Le projet de budget inquiète les médecins sur 2 points. S'il est voté, l'assurance maladie pourrait décider seule des tarifs des consultations et des soins, sans négociation avec les médecins. Autre point, les médecins qui facturent un peu plus que le tarif normal ou qui ne sont pas conventionnés devraient payer une taxe supplémentaire sur leurs revenus. Les médecins risquent donc de gagner moins et d'avoir moins de contrôle sur ce qu'ils facturent. D'autres mouvements de protestation du secteur médical sont attendus en janvier. 5e actu, 40 hectares utilisés par le chantier de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres ne figurent pas dans le tracé validé par l'État, selon une enquête de France Inter. Ça représente environ 10% des 430 hectares du chantier. Le collectif d'opposants La Voix est libre a demandé la suspension immédiate du chantier et a annoncé vouloir saisir la ministre de la Transition écologique. Une plainte pénale a aussi été déposée. De son côté, le concessionnaire du chantier, Atosca, parle, je cite, d'ajustements ponctuels et de phases transitoires de travaux. Il assure que les mesures sont respectées. La préfecture du Tarn évoque elle aussi des aménagements temporaires nécessaires autour des sites de compensation et indique qu'une action administrative sera engagée si des règles ne sont pas respectées. À noter que la Cour administrative d'appel de Toulouse doit se prononcer le 11 décembre prochain sur la légalité du projet, déjà suspendu une première fois en février par le tribunal administratif. Les opposants au projet dénoncent l'impact environnemental et la destruction des terres agricoles sur le tracé de l'autoroute. 6e actu, l'accès libre aux réseaux sociaux, aux plateformes vidéo et aux compagnons d'IA pourrait bientôt être interdit aux moins de 16 ans dans l'Union européenne. C'est en tout cas ce que propose le Parlement européen dans un rapport non contraignant adopté à la majorité ce mercredi. L'objectif, protéger les adolescents et les enfants des risques liés à leur usage, comme le stress ou encore la sédentarité, donc le fait de s'enfermer loin des interactions sociales. Le rapport propose aussi que les 13-16 ans puissent tout de même accéder à ces services avec le consentement parental. Alors attention, pour l'instant, il ne s'agit que d'une recommandation adressée aux États européens et non d'une proposition de loi, et aucun vote n'est prévu. Selon le rapport, 97% des adolescents se connectent quotidiennement à Internet et 78% des 13-17 ans consultent leur appareil au moins toutes les heures. En France, une proposition de loi déposée le 18 novembre vise à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, instaurer un couvre-feu numérique pour les 15-18 ans de 22h à 8h et interdire les smartphones dans les lycées. On suivra ça. Et enfin, on termine avec cette actualité, le cambriolage du Louvre aurait peut-être pu éviter. Un audit de sécurité commandé en 2018 et dévoilé par le journal Le Monde ce mardi avait déjà identifié avec précision le scénario utilisé par les cambrioleurs il y a maintenant un mois, le 19 octobre dernier. Un autre rapport dévoilé par RTL, en date de 2007 cette fois-ci, pointe aussi du doigt ces failles. Le document de 2018 comporte des schémas et des photos, il pointe aussi des angles morts des caméras, des vulnérabilités de la rambarde ou de la fenêtre donnant sur le quai François Mitterrand, d'où sont venus les cambrioleurs. Il faisait aussi mention du balcon utilisé par les cambrioleurs et de la possibilité d'y accéder via un monte-charge. Pourtant, ni la justice, ni l'actuelle direction du musée, arrivée en 2021, n'avaient connaissance de cet audit avant le cambriolage. Selon le Louvre, des dysfonctionnements administratifs et des contraintes liées au marché public ont retardé l'intégration de ces informations dans la sécurité du musée. En tout cas, l'enquête policière pour retrouver les malfaiteurs progresse. 4 personnes ont été mises en examen début novembre et 4 autres ont été interpellées ce mardi. L'enquête se poursuit, notamment pour retrouver d'éventuels commanditaires. Les bijoux d'une valeur de 88 millions d'euros n'ont toujours pas été retrouvés. Merci beaucoup Blanche. Alors je me voulais découvrir nos interviews, interviews culturelles, interviews politiques, mais aussi les actualités culturelles. Rendez-vous directement sur notre flux de podcasts. Vous tapez Hugo Décrypte et directement sur Spotify, Apple Podcast ou autre, sur notre flux de podcasts, vous avez à la fois les actus du jour, à la fois nos interviews et à la fois les actus culturelles. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci pour votre confiance. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Bienvenue à tous les nouveaux. Prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.